c'est un répileur tacheté. Alors, nous voici dans de la forêt humide. Alors ça, c'est une forêt qui a été assez peu touchée par les humains. Il y a eu un petit peu d'exploitation forestière il y a une centaine d'années. Maintenant, c'est une forêt qui est en train de renaître. Alors, on voit plus de souches, plus rien. C'est une forêt naturelle. Hein, il y a plein d'arbres morts, il y a des chablis. Enfin bon, c'est bien galère pour se balader à l'intérieur. Donc voilà à quoi ça ressemble la forêt humide en Nouvelle-Calédonie. Vous voyez que sous la végétation, le couvert, la strate arbustive est très peu développée parce qu'il y a peu de lumière qui arrive jusqu'au sol. Donc il y a peu de plantes qui peuvent supporter des conditions d'ensoleillement aussi basses. En plus là on est en fond de vallée, donc c'est pas super pour les plantules. Mais c'est une forêt naturelle, c'est comme ça. Alors une partie de mon boulot consiste à installer, j'en ai quelques-uns, des dispositifs d'enregistrement automatique. Donc c'est des boîtiers résistants au choc, résistants à la pluie, étanches, tout ça, qui sont équipés de micros directionnels et qui sont programmés. Alors, je vais faire un mise au point. Voilà, qui sont programmés de manière à se déclencher à des heures et des jours prédéfinis. Donc la programmation se fait en amont via un logiciel, ou bien on peut le faire directement à l'intérieur du boîtier. Alors le boîtier, je vais le mettre en marche. Voilà. Ok, donc je vais programmer un board. C'est celle que j'ai installée dans la carte mémoire. Ok. Hop, je reviens au menu principal. Et là, je démarre ma programmation. Et ça va démarrer le 20 février à 3h45 du matin. Voilà. Et donc c'est des enregistrements qui vont durer 3 heures. Donc ça commence 2 heures avant le lever du soleil, ça se termine 1 heure après le coucher du soleil. Alors pourquoi je commence d'enregistrer à 2 heures avant le lever du soleil? Parce qu'il y a une espèce d'oiseau qui est présente dans cette forêt, un oiseau très rare, et il a tendance à chanter avant le lever du soleil. Donc si je veux être sûr de capter son chant, eh bien je programme le boîtier. Donc il y a d'autres boîtiers qui vont être installés sur d'autres secteurs un peu plus haut. Là c'est assez bas. Le problème c'est qu'il y a une rivière en dessous, donc ça va diminuer fortement la puissance de détection de la boîte. Parce que les oiseaux lointains, on ne pourra pas trop les entendre, mais c'est pas grave. Au moins, si jamais il y a un chant puissant qui est de l'oiseau, pas bien loin, enfin dans un secteur environ 200-300 mètres autour de la zone, ça sera capté par l'appareil. Et après, il y a toute la phase d'écoute, donc il faut écouter les bandes enregistrées. Il y a un logiciel qui existe, je ne l'ai pas encore acheté, il faut que je vois si je me mets dessus, mais je pense que ça pourrait faciliter mon travail. Alors pour info, cet arbre là, c'est un kaori. Les kaori, je vous en avais montré, c'est des conifères. Et alors ceux-là, ils ont été bien exploités parce que vous voyez que le tronc est bien rectiligne, bien droit, et ça fait du bon bois d'œuvre pour faire des poutres et tout ça. Donc ils ont bien ramassé. C'est des arbres qui peuvent devenir énormes avec des troncs qui peuvent faire 2 mètres de diamètre. On arrive vraiment sur des beaux bébés. Mais malheureusement, avec l'arrivée des Blancs en Nouvelle-Calédonie, qui avaient des moyens d'abattre des arbres de taille beaucoup plus grosse, eh bien les kaori ont pris cher. Mais bon, c'est un arbre qui pousse très facilement, hein, qui se ressème bien. C'est comme les pins en France, hein, ça pousse facilement, quoi. Et ça pousse vite. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais raconter? Oui, donc pour retrouver la boîte, évidemment, c'est des points GPS qui permettent de revenir jusqu'ici. Et puis je vais revenir dans 2 mois et demi, donc elle va enregistrer pendant 2 mois et demi.
toutes les semaines, une fois par semaine, elle va enregistrer pendant 3 heures, une matinée, une fois par semaine, et pendant 2 mois et demi. Donc je vais avoir 15 enregistrements à l'issue de cette session. Et ces 15 enregistrements me permettront de savoir si l'espèce est présente ici ou pas. Alors pour savoir si une espèce est présente, évidemment il suffit de venir dans la forêt et puis de l'écouter, faire des points d'écoute. Le problème avec certaines espèces d'oiseaux, comme c'était le mélifage noir, le mélifage noir en l'occurrence, c'est que c'est un oiseau qui est très discret. On l'entend peu. S'il n'est pas abondant, c'est ultra rare de l'entendre chanter spontanément. Il reste haut dans les arbres, donc à voir c'est pas évident. Voilà, donc c'est pour ça qu'on met ce genre de dispositif, parce que ça maximise nos chances de l'entendre. Et vu que c'est une espèce qui est menacée, qui est très rare, eh bien on a tout intérêt à maximiser nos chances de le contacter. Je viens de regarder un truc. Il y a des cochenilles. Ah bah oui, je me suis fait piquer, c'est pas étonnant. Il y a de la fourmi électrique. Alors la fourmi électrique, c'est des fourmis minuscules. Je sais pas si je vais arriver à filmer avec ce truc. C'est pas gagné. Ah si. Voilà. Alors ça c'est des cochenilles. Et vous voyez que sur les cochenilles, il y a des toutes petites fourmis. Le nom latin de la fourmi c'est Wasmannia aeropunctata. Et c'est une fourmi qui a été introduite, qui arrive d'Amérique du Sud, qui a été introduite par les forestiers quand ils ont installé en Nouvelle-Calédonie, quand ils ont acclimaté, introduit du pin des Caraïbes. Alors pour faire du bois d'œuvre, ça pousse plus vite, etc. Et pas de chance, dans les pots, il y avait la fourmi électrique. Alors le problème avec cette fourmi, c'est qu'elle se propage partout. Elle est ultra, ultra invasive. Je vais me remettre. Ça fait partie des 100 espèces les plus invasives sur la Terre. Elles piquent. Alors malgré elles sont minuscules, elles font, regarde, mon doigt par rapport à la taille des cochenilles. Voilà, la fourmi elle fait 2 mm de long. Elle pique, c'est une petite piqûre qui fait une brûlure, c'est assez désagréable. Et le problème c'est qu'il y a un effet fondateur. Alors l'effet fondateur chez les fourmis, c'est dans les invasions spécifiques. Les fourmis, elles sont recouvertes de, comment on appelle ça déjà, des hydrocarbures cuticulaires, je crois. Il me semble que c'est des alcaloïdes cuticulaires. Bref, c'est une odeur en fait qui les recouvre et qui fait qu'une colonie de fourmis a une odeur typique, tandis qu'une autre colonie de fourmis de la même espèce aura une autre odeur. Donc, ce qui permet à 2 colonies différentes de se distinguer les unes des autres et puis éventuellement de se combattre, quoi. Chaque colonie cherche à garder son domaine vital, etc., etc. Et le problème des fourmis électriques, c'est que visiblement on est parti de très peu d'individus. Donc il y a très peu d'individus qui ont colonisé la Nouvelle-Calédonie, ce qui fait que elles ont toutes les mêmes hydrocarbures cuticulaires. Donc elles sentent toutes la même odeur. Donc il n'y a pas de lutte entre les différentes colonies de fourmis électriques du territoire. Donc c'est une espèce qui se propage sans s'auto-réguler. Donc c'est vraiment un des gros problèmes des invasions d'espèces. Et l'effet fondateur, c'est quelque chose qui est assez dramatique parce que ça ne limite pas l'expansion d'une espèce. Alors maintenant on s'est rendu compte qu'il y a une nouvelle espèce invasive qui est arrivée, c'est la fourmi à grosse tête. Quand elle arrive, elle a tendance à bousiller la fourmi électrique, enfin diminuer les populations de fourmis électriques. C'est pas super flagrant, mais visiblement ça aurait tendance un peu à être le cas. Alors quand la fourmi électrique arrive, évidemment c'est un petit prédateur, donc elles vont boulotter tous les insectes, toutes les araignées qu'elles vont trouver. Par leur piqûre, elles vont déranger tous les lézards. En Nouvelle-Calédonie, il y a plus de 90 espèces endémiques de lézards, tant de geckos que de lézards. Elles vont déranger les oiseaux, donc quand elles arrivent, ça fout vraiment le bordel dans le milieu naturel. Et en l'occurrence, ici, vu qu'il y a la fourmi électrique, je suis pas certain qu'on va entendre du mélifage noir. Pas certain du tout. Voilà. Fin de cette petite séquence forestière. Je vous aurais bien montré. Regardez ça, c'est classe. Ah putain. Petit champi.
tous ces blocs de rochers, c'est de la péridotite, ce qui forme les massifs miniers du Grand Sud de Nouvelle-Calédonie. Et là, cet arbre, sans faire de vilain jeu de mots, cette plante, s'appelle un pandanus. Voilà. Le bord des feuilles de pandanus est crénelé. Et les corbeaux calédoniens se servent de la bordure des feuilles. Alors je vais essayer d'en détacher un morceau. Ils arrivent avec leur bec, ils sont beaucoup plus habiles que moi avec mes ongles. Voilà. Hop. Ils tirent un morceau de la feuille. Et étant donné que ce morceau est plein de petits crochets, et bien ça accroche, il rentre la tige dans les trous où il y a des vers, des larves, etc. Et il sort, comme avec un petit harpon, il sort les larves qui ont la cuticule qui est plutôt tendre, il va les sortir et il va pouvoir les becter. Voilà. Le corbeau calédonien utilise entre autres le bord de feuilles de pandanus. Là c'est un petit palmier. J'adore la forêt humide, c'est vraiment classe. Bon allez, il est temps de rentrer. Alors ça, c'est le notou. Le notou, c'est le plus gros pigeon arboricole du monde. C'est un carpophage, c'est-à-dire c'est un oiseau qui mange des fruits. Et voilà, c'est une grosse bête quoi. Voilà. Donc là, il est sur un figuier, il est un peu dépité parce qu'il n'y a pas de figues à bouffer. Alors dans la zone où je suis, ils sont protégés parce que en Nouvelle-Calédonie, ils sont chassés. Tant traditionnellement par les premiers habitants que par les colons qui sont arrivés par la suite. Et donc le notou est, par endroit il est assez rare, et puis là sur le secteur où je suis il est très abondant, il est très commun. Donc là il est sur un figuier, il a même pas peur de moi, c'est génial. Donc là je le filme à la distance, je suis à quoi? Je suis à une trentaine de mètres du piaf. Voilà. Parce qu'avec le téléobjectif je suis un peu emmerdé, je suis obligé de me tenir assez loin. Voilà. Le plus gros pigeon du monde. Enfin, pas du monde, hein, parce que le plus gros c'est le goura. Mais voilà, le plus gros pigeon arboricole, volant du monde.